Il y a environ une semaine, Gigi Hadid publie un post sur Instagram dans lequel elle dit vouloir apporter son soutien aux victimes de la guerre en Ukraine en leur offrant les gains d'une partie de ses défilés de 2022. Seulement, dans ce même post, elle explique qu'elle aidera aussi les victimes palestiniennes qui font face à la même souffrance. Et puis elle termine en demandant la fin de la guerre en Ukraine, mais aussi la fin de la guerre en Palestine. Tu as alors des médias comme Vogue Magazine qui ont décidé de relayer son message. On salue l'initiative, hein. Seul ombre au tableau, c'est que dans leur post, ils ont oublié de mentionner la Palestine comme l'avait fait Gigi. Voilà ici encore un bel exemple de 2 poids 2 mesures, n'est-ce pas? En fait, je vous explique le bail. À la base, Vogue Magazine avait mentionné le fait que certains dons iraient également à la Palestine. D'où est originaire le père de Gigi Hadid, rappelons-le. Mais le magazine a alors très vite été accusé d'attiser les flammes de l'antisémitisme par plusieurs utilisateurs. En PLS, ils ont alors tout de suite modifié leur post en enlevant toute mention faite à la Palestine. Ce qui, une fois de plus, vous vous en doutez, n'a pas plu à une bonne partie des internautes qui n'ont pas manqué de le faire remarquer. Du coup, là, les gars, ils étaient du père, tu vois. Alors, ils ont de nouveau modifié leur post Instagram et là, en mentionnant la Palestine une fois encore. Mais il y avait quand même une petite note de l'éditeur précisant que ils ont mis à jour cette légende pour refléter avec précision la déclaration de Gigi Hadid sur son don. Qu'on se le dise, hein, on va parler français, on est clairement dans ce qu'on n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, un racisme décomplexé et une réelle discrimination. On a clairement des hommes politiques et des acteurs médiatiques qui privilégient des réfugiés plutôt que d'autres. On parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. On va quand même rappeler que l'Union européenne a décidé d'appliquer pour la première fois une directive datant de 2001 les gars, hein, accordant une protection temporaire aux personnes fuyant la guerre en Ukraine. Ça signifie que les réfugiés ukrainiens pourront séjourner dans l'Union européenne pendant au moins 1 an. Ils pourront travailler, accéder aux aides sociales, au logement, au système éducatif et aux soins médicaux. Du coup, eux ne connaîtront jamais la galère de dormir à même le sol dans la rue, les camionnettes clandestines ou encore les files interminables devant le petit château. Donc oui, on peut dire que l'Union européenne se montre plus solidaire que jamais, et tant mieux. Ici, l'idée, c'est pas du tout de condamner l'élan de générosité qui se manifeste un peu partout, hein. Parce qu'en réalité, ce qui est fait pour le peuple ukrainien aujourd'hui est tout à fait normal. Parce que ce sont des réfugiés et ils sont traités comme tels. Le vrai problème ici, c'est que combien de politiques, combien de gens se bougent pour aider les Syriens ou encore les Yéménites qui subissent des bombardements depuis plus de 7 ans maintenant? Au point même que l'ONU a qualifié ce conflit de plus grave crise humanitaire du XXIe siècle. Et pourtant, il y a carrément une différence de traitement. Et pour le justifier, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration explique que si tout cela est possible pour les Ukrainiens, c'est parce que ce sont tout simplement nos voisins. Entre Bruxelles et Lviv, en Ukraine, vous savez combien de kilomètres il y a? 1600. Et donc, on est la région. Il y a 2 pays entre la Belgique et l'Ukraine, qui sont donc l'Allemagne et la Pologne. Et donc, on doit garantir qu'il y a une structure qui est mise en place pour garantir que cet accueil dans la région se fasse dans les conditions nécessaires. Et puis, c'est un festival de bonnes déclarations, hein. These are prosperous, I'm loath to use the expression, these are prosperous middle-class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. Pourtant, excusez-moi, hein, mais tout ce qui est mentionné par ces chers messieurs ne l'est pas dans la définition établie par le droit international pour qualifier un réfugié. Pour rappel, le droit international dit que chaque personne qui fuit des combats, qui fuit une situation où elle risque sa vie, a le droit de fuir vers un autre pays où elle va recevoir un accueil. Parce qu'on va quand même replacer l'église au milieu du village 2 minutes, hein. Que dit clairement le droit sur l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile? En fait, il y a un truc signé par 145 États qui s'appelle la Convention de Genève et qui est relative au statut des réfugiés. Et dans cette convention, il y a des critères et des obligations pour les États qui ont signé. Cette convention doit être appliquée sans discrimination. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que si une personne rentre dans les critères, on ne peut pas lui refuser l'accueil en raison de sa race, sa religion ou encore son pays d'origine. Mais à l'heure actuelle, comme le mentionne le directeur d'Amnesty International Belgique, en fait l'Union européenne, sans le dire, parce qu'elle ne le dit pas comme ça, estime qu'il y a 2 types de réfugiés différents, ceux qui viennent de l'Europe et ceux qui viennent d'ailleurs. Alors désolé, hein, mais quand on voit des gens s'offusquer parce qu'une célébrité parle de soutenir les Palestiniens qui eux aussi subissent des bombardements depuis des années et une oppression sans fin, il y a de quoi s'interroger en fait. Et puis il faut dire qu'en ce qui concerne la guerre en Ukraine actuellement, on n'a pas de mal à utiliser des mots durs, des mots qui sont lourds de sens finalement, pour qualifier ce qui s'y passe.
Alors qu'aujourd'hui, le rapport d'Amnesty International documente une politique d'apartheid d'Israël envers les Palestiniens, on ne veut toujours pas utiliser ce mot apartheid quand il s'agit de la Palestine. Et oui, c'est dingue de voir qu'en à peine quelques jours, de nombreuses sanctions ont été prononcées contre Poutine au vu de cette guerre en Ukraine, alors que comme l'a très bien dit le député irlandais Richard Boyd Barrett, It wouldn't be helpful to impose sanctions. quand on parle de la Palestine, il ne serait pas utile d'imposer des sanctions. Il rappelle par la même occasion que les sanctions demandées par Amnesty International contre les représentants d'Israël sont les mêmes que celles qui ont été appliquées à Vladimir Poutine. Alors pourquoi faire autant de différences? Une guerre, ça reste une guerre, non? Est-ce que les bombes lancées sur Alep sont différentes de celles lancées sur Kiev? Ça fait des années qu'il y a des guerres qui éclatent dans les 4 coins du globe. Combien de personnes qui craignent pour leur vie n'ont pas demandé l'aide de l'UE? Mais depuis le même nombre d'années, on leur claque la porte au nez. Alors qu'est-ce qu'on dit à toutes ces personnes qui ont précédé les Ukrainiens? Est-ce que vous aussi vous aviez conscience de cette différence de traitement et finalement qu'en pensez-vous? On en parle en commentaire et en attendant, vous prenez soin de vous la famille. Et non, c'est pas totalement fini, je suis encore là. Alors si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like et surtout n'hésite pas à t'abonner.